Corner frappé par Del Castillo avec la tête de Brendan Chardonnay en dedans. Ouest France et It West présentent toute l'actu du Stade brestois avec David Guézenec, Alexis Xaja et Laurent Frétinier. Un podcast animé par Tom Rossi. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour lancer cette nouvelle année, on l'espère, pleine d'émotions pour vous, amis supporters brestois. On vous souhaite des volées de Les Melou en Ligue des Champions, des coups francs décisifs d'Amavi en championnat ou encore des arrêts spectaculaires de Bizotte dans toutes les compétitions. Mais il faudra attendre. 2025 a mal démarré pour nos Tisef à Angers, sous les yeux de Laurent Frétinier, qui n'a même pas eu le temps de déguster un bon vin d'Anjou. Il a plutôt vu les Pirates boire la tasse. Salut Laurent. Salut Tom, tous mes vœux aux auditeurs. Un déplacement sous la grisaille donc à Angers, 15e de Ligue 1. Pas assez clinquant, donnez-lui plutôt du Monaco, Prague ou Salzbourg. Salut Alexis Xaja. Salut tout le monde, bonne année. Bon, j'avoue Alexis, je te lâche pas avec cette histoire de déplacement plutôt bling-bling. Et puis lui attendait de voir comment allait se passer ce début d'année chargé pour nous dire ce que peut viser Brest. David Guézenec va falloir se mouiller maintenant. Salut David. On se mouillera tout à l'heure. Bonjour à tous, meilleurs vœux à tout le monde. Allez, au menu de ce premier épisode de 100% Tisef Cru 2025, évidemment la défaite à Angers, encore cette entame ratée et une attaque peu inspirée. Brest, une équipe à deux visages, forte à domicile, faible à l'extérieur, avant un calendrier démentiel avec une équipe amoindrie. De quoi se montrer actif sur le mercato d'hiver? On se posera la question en fin d'émission. Allez, 100% Tisef, c'est parti. Ici c'est Brest, ici c'est Brest, ici c'est Brest, ici c'est Brest. 100% Tisef, toute l'actu du Stade brestois. Brest a donc concédé à Angers sa 7e défaite en 8 matchs à l'extérieur. Pourtant, face à des Angevins qui ne comptaient qu'une victoire à domicile, les Pirates cumulent déjà 9 revers cette saison. C'est un de plus que toute la saison dernière. La faute, encore une fois, à une entame ratée avec ce but d'Esteban Lepol dès la 6e minute, Laurent. Et ouais, c'est vraiment l'histoire qui se répète en permanence, surtout à l'extérieur, c'est assez agaçant. D'ailleurs, Éric Roy était très agacé, pour pas dire plus, en conf de presse après le match. Et franchement, ouais, c'est prendre un but à la 6e minute face à une équipe comme ça, une occasion, une incursion dans la surface et but. Et pourtant, Éric Roy en avait parlé dès la conf de presse de vendredi en disant si on est passif, on aura des problèmes. Mais si on joue notre jeu, ça devrait le faire. Et puis voilà, ça a encore été une attaque, une entame de match complètement à côté de la plaque. Et puis oui, l'histoire qui se répète qu'avec Auxerre, Montpellier, contre des équipes plus faibles, franchement, Brest n'avance pas du coup et ça commence même à être un petit peu inquiétant. Je rebondis sur cette histoire de passivité en début de match. Le coach, donc Éric Roy, tu l'as dit, il avait insisté là-dessus en conférence de presse et également dans sa causerie, c'est ce que t'as dit Mathias Pereira Lage après le match. C'était un peu le mot-clé de la causerie du coach où à l'extérieur on repartait beaucoup de fois avec peu de points. Et on démarre mal ce match, puis après Angers fait un très bon match dans le jeu et nous met en difficulté sur pas mal de situations. On ne tire pas la sonnette d'alarme, mais on sait qu'on doit faire mieux sur pas mal de choses pour avancer tous ensemble dans ce championnat. Et quelle que soit la causerie, l'histoire se répète, David. Oui, je trouve qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'ingrédients, moi, à Angers. Autant il y a des matchs où Montpellier avait le mort aux dents, et ils n'ont pas été bons, mais Montpellier avait le mort aux dents. Auxerre a montré qu'ils avaient du niveau cette année. Mais là, je trouve qu'ils n'ont pas mis du tout les ingrédients. Alors après, je veux pas les défendre surtout de la ligne, mais aujourd'hui, l'adversaire, quand il joue le Stade brestois, il joue une équipe de Ligue des Champions, quoi. Et il a la motivation de jouer une équipe de Ligue des Champions, une équipe qui performe en Ligue des Champions. Alors, c'est-à-dire que pour les Brestois, il faut l'avoir aussi. Mais en effet, il joue peut-être des équipes qui sont surmotivées en les jouant. Alors ça excuse pas les problèmes de transmission, mais ils jouent aussi des équipes qui les ont complètement identifiées. C'est-à-dire qu'Angers a quand même réglé le problème de Camara qui prend les espaces, de la relation Del Castillo Lala. Donc ils ont énormément étudié, j'ai l'impression, le jeu des Brestois et forcément faut s'adapter. Pour revenir à cette entame de match, Alexis, une petite stat que m'a soufflé Laurent. Brest a concédé 6 buts dans les 15 premières minutes de la première période. Aucune autre équipe de Ligue 1 ne fait pire cette saison, Alexis. Oui, c'est pas nouveau. Comme disaient Laurent et David, c'était un peu les problèmes déjà de la première partie de saison. Après, c'est dommage parce que
on avait l'impression que ça avait été un petit peu réglé. Il y avait eu les matchs contre Strasbourg, contre Nantes. Après, voilà, les deux étaient à domicile. Mais voilà, à l'extérieur, il y a toujours ce souci. Et on sait que quand Brest démarre mal ses rencontres, il faut cravacher encore plus. Et d'habitude, c'était pas passé très loin pour revenir avec une belle réaction. Mais sauf que cette fois, il y en a pas eu non plus. Donc, il y en a même pas eu du tout, quoi. C'est ce que disait Eric Roy en conf. Donc, c'est un match à oublier, je pense, pour démarrer l'année. Bon, alors, quelle solution pour mieux débuter ces rencontres? C'est la question qu'a posée Laurent à Hugo Magnetti après la rencontre. Faut être plus concentré directement, plus en éveil dans le match, mais les 11 joueurs, c'est pas que les défenseurs ou les joueurs défensifs. Il faut directement être en éveil et rester concentré, mettre peut-être plus de pression, plus d'intensité, et il faut régler ce problème-là. Ils ne sont pas concentrés, nos Brestois, Laurent? Ah si, je pense. Franchement, c'est quand même difficile à expliquer ces entames-là. En plus, face à une équipe comme contre Angers qui marque vite et qui derrière après s'est regroupée. En plus, c'est une équipe qui s'est regroupée et ses offensifs avaient du ballon quand même. Melali, Hanin et Le Paul, c'était pas mal du tout et ils ont pressé haut. Et après, le reste, c'était bloc bas. Et puis, Brest n'aime pas trop les blocs bas. Et comme disait David, ils ont bien bloqué les circuits un peu préférentiels. Del Castillo, il a été un peu sans influence. Il a pas mal de déchets. Mais oui. Alors, les solutions pour bien démarrer les matchs, tous les joueurs disent si on avait la solution, on l'aurait. J'ai l'impression qu'Eric Roy, là, ne l'a pas non plus. Alors, je sais pas, peut-être des changements, mais le problème, c'est qu'en souvent, les solutions pour faire des changements, elles sont quasi nulles, quoi, en fait. Bon, certes, l'entame a été loupée, Brest en a connu d'autres, vous l'avez dit, messieurs, mais c'est pas interdit non plus de réagir. Les Brestois ont été inoffensifs, David, ce dimanche. Je trouve. On les a vus parfois en réaction, mais là, moi, j'ai pas vu grand-chose. Alors, ça ronronnait, j'ai l'impression que ça ronronnait. Alors là, j'ai pas vu grand-chose. Ouais, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'il manquait de gaz. Hein. Moi, du stade, par exemple, Sima, qui d'habitude est supersonique, moi, j'ai l'impression qu'il avait la caravane hier. Et je sais pas si à la télé, ça vous rendait ça, mais franchement, c'est la sensation que j'avais, moi. Alexis? Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y avait de positif lors des derniers matchs là où l'entame avait été ratée, c'est qu'il y avait toujours une réaction et quelque part, on retenait... du positif, la dernière chose qu'on avait vue, c'était une équipe qui allait de l'avant, qui jouait plutôt bien. Donc, on ressortait de là avec du positif. Là, il y en a pas. C'est peut-être, je crois, la première fois que ça arrive cette saison. Même à Montpellier où ils avaient pris le bouillon contre le dernier de Ligue 1, il y avait eu du mieux en deuxième période. Là, pas du tout. Et de la télé, Laurent, ça rendait ça. Et aussi, les entrants n'ont pas révolutionné non plus l'approche du match. Donc ouais, aucune réaction, peu de réaction en tout cas sur ce match-là. Et on n'a pas évoqué le match d'Ajorc. Il a eu beaucoup de situations, je trouve, moi, et il n'a pas de réussite, quoi, parce qu'il est présent, il a pas mal d'occasions, et sauf qu'il cadre pas, quoi. Voilà, son problème, c'est qu'il n'a pas cadré hier. Ouais, je l'ai trouvé emprunté hier. Alors, on sait que c'est pas le plus grand technicien avec sa grande taille et tout, mais normalement, il arrive toujours quand même même quand il cadre pas, à peser plus. Là, il a posé aucun problème. On a vu tout de suite que dès le début de match, je crois qu'il a un contre, il arrive même pas à contrôler. Enfin, je l'ai trouvé très très emprunté. C'est bizarre normalement. On dit qu'ils étaient frais et tout, mais justement, j'ai l'impression qu'ils ont tellement habitué au rythme intense. C'est peut-être une explication que là, la reprise, ils ont eu du mal à remettre la machine en route, quoi, nos Brestois, et que ils ont besoin de 2 matchs par semaine, en fait. C'est le paradoxe de cette équipe incroyable. Laurent, ça a été assez poussif défensivement, je trouve, parce qu'on parle de l'attaque, mais défensivement, ça a été léger. Le Paul peut en mettre un deuxième sur un raté de Brendan Chardonnay. Il faut pas oublier que à La Roche-sur-Yon en Coupe de France, c'était pas facile non plus fin décembre. Ça a été un succès arraché face à une équipe de N2 où on a sorti plusieurs fois le vent du poulet. Voilà, je pense que il y a aussi des boulons à resserrer en défense. Je suis d'accord avec David, sur les deuxièmes ballons, il y a eu un vrai souci, et c'est un des points forts d'habitude de Brest. Alors, Chardonnay, sur le jeu aérien, ça va, mais il y a eu beaucoup d'imprécisions, des ballons perdus. Le Paul, il est hors jeu sur le deuxième. Il y a eu plusieurs centres qui sont passés dans la surface s'il y avait eu quelqu'un pour les reprendre.
finalement, le deuxième but à la fin, même si je crois que David estime qu'il est hors jeu, moi j'ai pas bien vu. La punition aurait dû venir plus tôt presque. Bon messieurs, attaquants-défenseurs plutôt performants contre Nantes avant la trêve, et puis inoffensifs ce dimanche à Angers, c'est à l'image de cette équipe à double visage. Tisef, toute l'actu du Stade brestois. 6e à domicile avec 5 victoires en 8 matchs et 15e à l'extérieur avec 7 défaites en 8 rencontres. Cette inconstance laisse les Tisef à 4 points de la zone rouge alors qu'ils pouvaient intégrer la première partie du classement. C'est vraiment les montagnes russes cette saison, Alexis. Ouais, on a l'impression que chaque match, c'est un peu ça. C'est une victoire qui permet de se rapprocher du haut de tableau ou une défaite retombée. Donc, on les avait quittés sur une victoire à Nantes et un bilan plutôt positif de la première partie de saison, même si c'était pas tout à fait la moitié de saison, en se disant que ça y est, ils pouvaient regarder un peu plus vers la première partie de tableau ou au moins un ventre mou assez confortable. Et on va se projeter aussi sur ce premier match qui, sur le papier, pouvait être un peu plus abordable ou en tout cas qui laissait imaginer de potentiels 3 points supplémentaires qui là les ferait basculer vraiment dans quelque chose de vraiment confortable au classement. Et non, comme souvent cette saison, le match d'après annule un peu tout le petit début de joie qui se dessine et replace Brest à portée des adversaires derrière. Et surtout là, c'est un week-end où ceux qui sont derrière justement ont pris des points. Donc c'est ça qui est aussi inquiétant parce qu'il y a la défaite de Brest, mais il y a aussi derrière Saint-Etienne, Nantes, même Montpellier qui perd mais à la dernière minute et on voit du mieux dans le jeu. On voit que derrière ça bouge et ça peut remonter vite. Laurent, Brest joue à se faire peur? Clairement, il y a une stat qui ne trompe pas, c'est que Brest n'a pas gagné 2 matchs de suite en Ligue 1 cette saison. C'est quand même effarant et c'est exactement ça, c'est les montagnes russes. Et franchement, pour au moins assurer un maintien et quelque chose d'un peu plus confortable, moi je pense que quand on perd contre les faibles, on peut pas espérer grand-chose. À un moment, Eric Roy dit qu'ils veulent exister dans ce championnat et je pense que dans sa tête, c'était peut-être viser une 7e, 6e place, quelque chose, genre un peu de Conference League, quoi, histoire de moi, je crois qu'on en est très loin et que c'est un peu cuit, quoi. Alors, David est plus conforme à ce qu'il pensait que cette équipe serait en difficulté, il va nous dire. Mais franchement, c'est assez décevant quand même de perdre contre des équipes aussi faibles. Je dis pas que on peut pas perdre comme Zéro, mais au moins ramener de temps en temps des points. On peut pas toujours gagner non plus, mais au moins ramener des points. Jamais être capable de faire un nul à l'extérieur, c'est incroyable quand même. David. J'ai l'impression depuis le début, de ce championnat, qu'ils allaient être en difficulté parce qu'on a énormément d'attentes sur eux. Et puis voilà, ils découvrent des matchs tous les 3 jours. On va voir dans une semaine le rythme infernal qu'ils vont retrouver. Et ça en effet, c'est inquiétant parce qu'on se demande comment ils vont faire. Oui, moi j'ai toujours que c'est une année difficile parce qu'ils découvrent ça et que Brest, ça reste Brest. C'est un one shot de la Ligue des Champions. Brest, ça fait 3e une fois dans son histoire, avait fait au mieux 11e avant, si on ne revient pas à 40 ans en arrière. Voilà, donc Brest, il est aujourd'hui peut-être dans le championnat, même s'il a bâti un effectif qui devrait lui permettre d'être mieux que ça, quoi. Mais la découverte, les matchs tous les 3 jours, ça complique forcément un peu la donne et les blessures qui s'enchaînent parce qu'il y a des matchs qui s'enchaînent et donc on va voir ce qui va se passer jusqu'à fin février. Mais l'enchaînement des matchs qui se présentent, ils disent qu'ils vont récupérer des blessés, mais ils peuvent en avoir d'autres. Donc en effet, ça va être un janvier-février extrêmement complexe. Justement, tu l'évoques, Laurent. Je rappelle, ce qui nous inquiète d'autant plus, c'est que le calendrier s'annonce démentiel. Encore 6 matchs en janvier avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions, probablement autant en février. C'est d'ailleurs pour ça que Roy qualifiait ce déplacement à Angers du plus important match de ce mois de janvier. Une victoire aurait permis donc au Tisef de s'éloigner de la zone rouge avant que ça ne se complique en fait, Laurent, là. Là, ils ont une semaine avec sans match en cœur de semaine. Et après, c'est le marathon va démarrer. C'est un marathon en même temps qu'un sprint, en fait. Et
Et s'ils se qualifient, s'ils ont la bonne idée de se qualifier ou la mauvaise idée, j'en sais rien, de se qualifier en Coupe de France mercredi prochain contre Nantes, ils vont jouer 6 semaines avec un match en cœur de semaine. C'est-à-dire que la semaine prochaine, ils jouent Nantes le mercredi. La semaine d'après, ils vont à Gelsenkirchen. La semaine suivante, ils reçoivent le Real Madrid. Même si le Real Madrid, peut-être qu'il n'y aura plus rien à jouer, mais c'est un match paillettes et je pense qu'ils vont vouloir tout donner devant leur public, devant un Roudourou en fusion. Derrière, s'ils se qualifient en coupe, ils rejoueront en coupe en milieu de semaine. En plus, après le Real, il y a le PSG. Et après, s'ils font pas top 8, c'est les barrages. C'est 2 matchs de plus en février. Donc février, ça sera à nouveau pareil sur autant de matchs avec un mois plus court. C'est complètement extravagant. Et comme dit David, ils espèrent des retours. Mais attention, hier, dès qu'on voyait un joueur au sol, on tremblait presque. C'était parce qu'il n'y avait pas grand monde derrière, surtout en milieu défensif et défense. Ouais, Laurent, tu parlais de calendrier, mais ce qui est inquiétant aussi en l'état actuel, c'est quand on regarde le calendrier, c'est que Brest va jouer des concurrents directs à l'extérieur. Là, sur le prochain mois, il y a un déplacement à Rennes qui est derrière, il y a un déplacement à Nantes, il y a un déplacement au Havre. Donc, il y a des gros noms, il y a le PSG, il y a le Real, mais il y a aussi tous ces matchs-là contre des concurrents qui deviennent directs et qui sont pas à domicile. Et donc là, c'est vraiment l'urgence pour Brest de trouver la solution hors de ses bases. Et puis l'infirmerie est aussi toujours très bien remplie, trop remplie. Elle va se vider au fur et à mesure, au compte-gouttes, mais forcément, l'enchaînement des matchs fait qu'à un moment, ça peut aussi peser physiquement sur des joueurs qui jouent beaucoup, et on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres pépins physiques. Donc, en effet, c'est attention, quoi. On peut faire un petit point sur les blessés, justement, Laurent, sur ceux qui peuvent revenir très vite, ceux qui ne vont pas revenir tout de suite. La blessure la plus longue depuis le début de saison, c'est Bradley Loco. Jonas Martin, c'est le plus lointain. Normalement, Soumaïla Koulibaly, qui a été opéré d'une pubalgie, là est en ce moment en rééducation en Hollande, selon la volonté de Dortmund, qui est le club à qui il appartient, parce qu'il est en prêt. Sauf que j'ai l'impression que le Stade Brestois a peu d'informations sur ce qu'il fait. Normalement, il doit revenir vendredi. Et selon Eric Roy, il serait au conditionnel prêt à se réentraîner quand il va venir. Donc déjà, il ne jouera pas contre Lyon, peut-être remplaçant contre Nantes, mais c'est pas du tout sûr. Moi, les pubalgies, ça peut être un truc, excusez-moi du mot, mais un peu merdique. Hein. C'est pas du tout garanti qu'ils reviennent. Après, Julien Le Cardinal est prévu un retour après Lyon à l'entraînement. Et Pierre Lesmelou devrait intégrer quelques séances collectives cette semaine, mais et c'est pour juger. Donc il sera pas, pour moi, il sera pas dans le groupe à Lyon. Au mieux, si tout va bien, remplaçant contre Nantes la semaine prochaine. Donc en fait, pour l'instant, il y a 0 retour. Déjà pour Lyon, il n'y a pas de retour. C'est ça qui est inquiétant, c'est que l'infirmerie s'est pas du tout vidée pendant la coupure hivernale. Et puis c'est des blessures pas simples, parce que Pierre Lesmelou, c'est au même endroit de sa grosse blessure. Julien Le Cardinal, c'est musculaire. Les ischios, on sait que c'est jamais, on sait jamais. Et les pubalgies, on sait que ça peut traîner très longtemps. Alors il a été opéré, normalement, il devrait revenir, mais on touche du bois. Hein. Si je résume, messieurs, résultat en dents de scie. Calendrier et infirmerie chargés. Alors, faut-il recruter? C'est la question qu'on va se poser. Quand je vois son jeu, je suis amoureux. Quand j'entends sa voix, je suis fan d'Eric Roy. 100% TISEF, toute l'actu du Stade Brestois. 1 ou 2 joueurs hybrides, c'est ce que souhaite Grégory Lorenzi pour ce mercato hivernal. Il te l'a dit dans une interview à lire sur le site de Ouest France, David. Qu'est-ce qu'il entend, notre directeur sportif, par hybride? Alors, un joueur hybride, c'est à l'exemple de celui qu'ils ont pris cet été, Edimilson Fernandez, qui est le joueur typique hybride. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer central. Il joue à Brest milieu défensif. Mais voilà, ils veulent des joueurs capable d'évoluer à plusieurs postes, à 2 postes au moins. Ça peut être, ce qu'a expliqué Grégory Lorenzi dans cette interview, ça peut être un milieu qui puisse jouer aussi central, un milieu défensif qui puisse jouer latéral, un central qui puisse jouer aussi latéral. Leur demande est assez complexe. Ils n'ont aucune garantie de trouver les joueurs qu'ils désirent, qu'ils ont 3 options. C'est celle d'un joueur en manque de temps de jeu dans son équipe, mais qui les dépannerait sur 6 mois. Celle d'un jeune à potentiel ou d'un joueur à potentiel en disant on se projette sur l'avenir. Ou celle La troisième option, c'est on met l'argent, un peu d'argent sur un joueur dont on sait clairement qu'aujourd'hui il est dans le projet. Maintenant, les mercatos d'hiver, c'est jamais simple. On n'a pas il n'y a pas énormément de réussite parce que vous n'avez pas forcément de bons joueurs immédiatement sur le marché disponibles en janvier. Si on regarde l'histoire du Stade Brestois dans le mercato, à part Kenny Lala récemment, il n'y a pas non plus forcément beaucoup, je me trompe peut-être, d'exemples de grosses réussites en janvier. Les réussites, elles sont plutôt estivales. On ne doute pas du réseau et de la
capacité de Grégory Lorenzi à travailler, il le montre depuis des années, mais forcément, ça va pas être simple. On parle de joueurs hybrides, mais peut-être une prédominance pour un latéral. Il n'y a pas d'option numéro 2 pour Lala et Aïdara, Alexis? L'option numéro 2 pour Aïdara, c'est Jordan Amavi. Ouais, mais justement. Sur la première partie de saison, il a montré que il était en difficulté. Donc c'est sûr que ça pourrait pousser le club à aller chercher une recrue à ce poste-là. L'année dernière, il y avait le jeune Antonin Cartillier qui était arrivé. C'est un profil très jeune. Et a priori, il n'a pas convaincu puisqu'il est reparti cet été. Recruter à cet instant, on a envie de dire oui parce que quand on voit le nombre de blessés, le calendrier qui s'enchaîne, au final, le risque de trop recruter, parce que là, cette année, il y a quand même un effectif qui est assez conséquent, ça serait créer après des embouteillages une fois qu'il y a moins de compétition. Mais là, vu que les compétitions vont forcément durer dans le temps, le risque c'est assez limité. Après, voilà, comme dit David, il faut trouver les profils et c'est le plus dur. Je vais rebondir sur le poste de latéral gauche. La complexité, c'est que Loco va revenir, au moins l'an prochain, peut-être fin de saison. Ce que montre Aïdara pour le moment, c'est quand même convaincant. Donc je sais pas quel est vraiment où en est le contrat. Je crois que c'est un +1 ou c'est peut-être 1 an. Et il serait pas idiot forcément. Je pense qu'ils y réfléchissent de proposer une prolongation. Donc vous faites venir, si vous cherchez un latéral gauche, vous le faites venir pour 6 mois. Faut trouver le joueur qui va venir pour 6 mois. Je pense pas qu'ils recruteront un pur latéral gauche. C'est comme disait David, ce sera un joueur hybride, non pas un joueur écolo, mais un joueur polyvalent. Et parce que même au milieu, sans parler de blessures, même un joueur qui chope une grippe, évidemment, il y a Doumbia et Fèvre, mais vu leur entrée fantomatique hier, puis leur capacité à défendre, franchement, avec les gros morceaux qui arrivent, moi je pense que le match d'hier va faire changer d'avis à Eric Roy qui disait on va attendre après Nantes le retour des blessés. Alors je sais pas, c'est qu'une intuition, j'ai pas d'infos, mais je pense qu'ils vont essayer d'accélérer sur le recrutement d'un joueur parce que moi je suis persuadé qu'on peut Brest avec tout ce qu'on a dit là. Alors j'espère me tromper, mais je suis persuadé que Brest peut pas tenir la cadence, ou alors faut que les blessés reviennent à 100% très vite, que le Cardinal soit apte pour Rennes, que Koulibaly aussi, j'y crois pas moi. Parce qu'en plus, Ndiaye et Lala et tout ça, c'est des joueurs qui vont enchaîner beaucoup, et à un moment ou à un autre, il y a non seulement il y a le risque de blessure, mais il y a la fatigue, quoi. Donc Chardonnay aussi, c'est des joueurs qui ont joué beaucoup, énormément ces derniers temps. Aujourd'hui, on se demande, parce que Éric Roy disait que la coupe était aussi un enjeu important pour le club en disant cumuler les compètes, on a un effectif pour, on peut. Aujourd'hui, on se demande ça va peut-être dépendre aussi du résultat contre Lyon, mais c'est-à-dire ce match de Nantes, faut sûrement faire tourner pour pas blesser des joueurs qui vont avoir des grosses échéances. Est-ce que c'est opportun d'aller en Coupe de France aujourd'hui? Vu le calendrier qui s'annonce, ça paraît peu évident. Mais le problème, c'est qu'en défense, tu peux même pas faire tourner, quoi. À moins de mettre. Hier, toi, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait un jeune de la Youth League dans le groupe, Paris ou Le Guen, et même pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de jeune derrière pour compenser une éventuelle blessure, une grippe. Moi, le groupe, il est tombé qu'à midi hier. Je me suis dit, mais il y a un problème pour que le groupe tombe pas à midi parce qu'il n'y avait aucune incertitude dans le groupe, à part peut-être avoir un jeune. Et même pas un jeune, ça veut dire que franchement, t'es à flux très, très tendu, quoi. Donc, attention, très attention. Il faut faire attention. Bon, là, ils ont une semaine pour s'en remettre. Bon, j'espère qu'ils sont tous vaccinés contre la grippe et que personne ne va la choper, quoi. J'espère que vous aussi, vous êtes vaccinés, parce que si ce mois de janvier, il est chargé pour Notisef, il est chargé aussi pour vous, messieurs. Restez branchés, chers auditeurs, sur le site de Ouest France. On vous donnera peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines, des noms de joueurs ciblés lors de ce mercato d'hiver. En attendant, on se retrouve lundi prochain pour débriefer ce très attendu Brest-Lyon samedi et avant la Coupe de France face à Nantes. D'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram, de parler de l'émission autour de vous. On vous souhaite une bonne semaine et encore une fois, une très bonne année à suivre les Pirates. Salut! Ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai, ici c'est vrai. 100% Tisef, toute l'actu du Stade brestois.